bonsoir, et soyez les bienvenus. Installez-vous confortablement, fermez les yeux, et préparez-vous pour le voyage. Nous connaissons tous cette célèbre phrase tirée du cinéma « Dans l'espace, personne n'entendra votre cri ». Elle est devenue le symbole du silence absolu, du calme glacial du vide intersidéral. Et d'un point de vue purement physique, c'est exact. Le son, tel que nous le concevons, est une vibration transmise par un milieu, qu'il s'agisse de l'air ou de l'eau. Dans le vide, il n'a tout simplement pas de support pour se propager. Mais que se passerait-il si je vous disais que ce n'est pas toute la vérité? Et si l'univers était en fait rempli de musique, jouée sur des instruments invisibles à nos yeux et produisant des sons indétectables par nos oreilles? Le cosmos n'est pas silencieux. Il murmure, il bourdonne, il chante et il gronde. Au cours de cette conférence pour le sommeil, nous allons apprendre à écouter ensemble. Nous partirons en voyage à travers les étoiles pour entendre leur symphonie secrète, cachée dans les ondes radio, les rayons X et même dans le tissu même de l'espace-temps. Préparez-vous à découvrir pourquoi l'espace murmure, en réalité des sons que personne n'entend. Avant de nous aventurer dans les profondeurs du cosmos, arrêtons-nous un instant pour comprendre pourquoi nous ne l'entendons pas directement. Imaginez une petite cloche. Lorsque vous la frappez, elle se met à vibrer. Ces vibrations forcent les molécules d'air autour d'elle à vibrer également, se comprimant et se dilatant. Cette vague de compression et de raréfaction se propage dans l'air et, en atteignant nos oreilles, fait vibrer le tympan. Notre cerveau interprète alors ces vibrations comme du son. Le mot-clé ici est « milieu ». Le son a besoin d'un médium pour se transmettre. Il peut voyager à travers un gaz, un liquide ou un solide. Or, l'espace est pratiquement le vide parfait. Là-haut, entre les étoiles et les galaxies, les molécules de matière sont si rares qu'une onde sonore ne peut tout simplement pas se transmettre de l'une à l'autre. La distance entre elles peut être de plusieurs mètres, voire de kilomètres. Voilà pourquoi les batailles spatiales dans les films, pleines d'explosions et de fracas, ne sont qu'une belle fantaisie. Dans la réalité, le silence serait absolu. Mais l'univers a trouvé une autre manière de communiquer. Au lieu des ondes sonores, il utilise les ondes électromagnétiques, la lumière, les ondes radio, le rayonnement infrarouge, les rayons X. Elles n'ont besoin d'aucun milieu et peuvent voyager à travers le vide pendant des milliards d'années. Et ce sont précisément ces ondes qui transportent l'information sur les objets les plus lointains et les plus mystérieux. Les scientifiques ont appris à intercepter ces signaux grâce à d'immenses radiotélescopes et à les convertir en sons. Ce procédé est appelé la sonification. Nous n'entendons pas le cosmos directement, nous écoutons sa traduction dans notre langage, celui des sons. Et cette traduction nous ouvre une toute nouvelle univers, invisible mais audible. Commençons donc notre exploration par les sons cosmiques les plus proches, ceux qui naissent juste ici, dans le voisinage immédiat de notre propre planète. Imaginez que la Terre, au-delà de son atmosphère, soit enveloppée d'un champ protecteur invisible, la magnétosphère. Cette bulle magnétique géante nous protège du flux dévastateur de particules chargées émises par le Soleil, ce que l'on appelle le vent solaire. Lorsque ce vent frappe la magnétosphère, il ne se contente pas de la contourner. Il la fait vibrer, chanter et crépiter, un peu comme les cordes d'une harpe cosmique gigantesque. Bien sûr, ces sons ne sont pas acoustiques, mais électromagnétiques. Cependant, des satellites équipés d'instruments spéciaux peuvent les enregistrer. Les scientifiques appellent ces phénomènes les ondes de cœur, ou le cœur cosmique. Si l'on convertit ces enregistrements dans le spectre audible, nous entendons quelque chose qui ressemble au pépiement d'une nuée d'oiseaux d'un autre monde, des sifflements et des hurlements mystérieux. Cela ressemble à la bande originale d'un vieux film de science-fiction, mais c'est le véritable son de l'interaction de notre monde avec l'espace.
Ces ondes sont si puissantes qu'elles peuvent parfois précipiter des particules des ceintures de radiation terrestre dans l'atmosphère, provoquant les aurores polaires. Ainsi, la prochaine fois que vous apercevrez dans le ciel les rubans irisés, verts et violets d'une aurore, sachez ceci. Non seulement vous la voyez, mais, d'une certaine manière, vous pouvez imaginer la sonorité de cette majestueuse danse cosmique. C'est le premier son du cosmos, et sans doute le plus intime pour nous. Le chant de notre propre planète nous protégeant des vents rigoureux de l'univers. C'est un rappel constant que nous vivons au sein d'un système dynamique et vivant, rempli de processus invisibles, mais bien réels. Poursuivons notre voyage un peu plus loin, vers les géantes gazeuses de notre système solaire, Jupiter et Saturne. Ces mondes sont de véritables usines à signaux radio naturels. Leurs champs magnétiques colossaux et leur atmosphère tumultueuse génèrent une cacophonie digne d'un autre monde. L'un des phénomènes les plus célèbres, enregistrés par des sondes comme Voyager et Cassini, est ce que l'on appelle les atmosphériques sifflantes, ou whistlers. Ils naissent grâce à des éclairs qui, dans les atmosphères de Jupiter et de Saturne, peuvent être des milliers de fois plus puissants que ceux que nous connaissons sur Terre. Lorsqu'un éclair aussi gigantesque se produit, il génère une impulsion radio à large spectre de fréquences. En voyageant le long des lignes de champ magnétique de la planète, cette impulsion se disperse dans le plasma. Les ondes de haute fréquence se déplacent pofocampales plus vite que celles de basse fréquence, atteignant ainsi le récepteur de la sonde spatiale plus tôt. Le résultat, lorsque nous convertissons ce signal en son, est un sifflement descendant caractéristique, rappelant le bruit d'une bombe qui tombe dans un dessin animé ou d'un tir laser. Ce phénomène étonnant permet aux scientifiques d'étudier la densité du plasma autour des planètes, simplement en écoutant ces échos de tempêtes gigantesques. Outre les whistlers, les instruments enregistrent d'autres sons. Par exemple, le rayonnement kilométrique saturnien est une série d'éclairs radio intenses, étroitement liés aux aurores boréales de Saturne. Sa sonification donne une série de craquements et de cliquetis pulsés et inquiétants, nous donnant l'impression d'écouter un mécanisme extraterrestre secret. En écoutant ces enregistrements, on peut fermer les yeux et s'imaginer les nuages infinis de Jupiter, balayés par des tempêtes millénaires, ou les anneaux glacés de Saturne scintillant sous la lumière lointaine du Soleil, le tout sur fond de leur symphonie radio unique. Quittons maintenant les limites de notre système solaire et prêtons l'oreille aux étoiles. Les étoiles peuvent nous sembler être des points de lumière éternels et immuables dans le ciel nocturne. En réalité, ce sont des sphères de plasma gigantesques et bouillonnantes, pleines de processus tumultueux. Ces processus génèrent eux aussi des sons, ou plus précisément, des vibrations que l'on peut entendre. La science qui étudie ce phénomène s'appelle l'astérosismologie. Tout comme les géologues étudient l'intérieur de la Terre grâce aux ondes sismiques des tremblements de terre, les astronomes analysent la structure interne des étoiles à travers leurs oscillations. Ces oscillations provoquent une pulsation extrêmement lente et infime de la surface de l'astre qui se dilate et se contracte alternativement. Ces variations de luminosité sont si minimes qu'elles sont invisibles à l'œil nu. Mais des télescopes sensibles, comme Kepler, parviennent à les enregistrer. Lorsque les scientifiques analysent ces données d'oscillation et les accélèrent des millions de fois pour les transposer dans la gamme audible, il en résulte un son étonnant, un bourdonnement profond et résonnant. Chaque étoile chante sa propre mélodie. Les jeunes étoiles, grandes et chaudes, émettent un ton plus aigu, tandis que les étoiles plus anciennes, plus froides et gigantesques, telles que les géantes rouges, produisent un son grave et profond. Notre propre Soleil vibre également, émettant un accord complexe de millions d'oscillations distinctes, mais sa tonalité principale se situe très bas, bien au-delà des limites de l'audition humaine.
En écoutant ces chants stellaires, les astronomes peuvent déterminer la masse de l'étoile, son âge, sa composition chimique et même ce qui se passe en son cœur. C'est un peu comme réaliser une échographie sur une étoile, tout en étant à des trillions de kilomètres de distance. Ce profond et enveloppant bourdonnement stellaire n'est pas qu'un simple bel effet. C'est la véritable voix de leur vie intérieure cachée, une symphonie de réactions thermonucléaires et de flux convectifs qui nous parvient à travers l'abîme du temps et de l'espace. Parmi la myriade de voix stellaires, il existe des interprètes tout à fait particuliers, de véritables batteurs cosmiques. On les appelle les pulsars. Pour comprendre ce que sont les pulsars, imaginez une étoile beaucoup plus massive que notre Soleil. En fin de vie, elle explose en supernova. Son noyau, sous l'effet de sa propre gravité, se contracte alors jusqu'à atteindre une densité incroyable. Une simple portion de matière de la taille d'une ville pèserait plus lourd que l'humanité entière. C'est ainsi que naît une étoile à neutrons. Durant cet effondrement, l'étoile, à l'instar d'une patineuse qui ramène ses bras, se met à tourner à une vitesse folle, réalisant parfois des centaines de rotations par seconde. Cette étoile à neutrons possède un champ magnétique extrêmement puissant qui émet depuis ses pôles 2 faisceaux étroits de rayonnement radio. Ces faisceaux, tournant avec l'étoile, balayent le ciel tels les projecteurs d'un phare cosmique. Si la Terre se trouve sur la trajectoire de l'un de ces rayons, nos radiotélescopes captent une impulsion strictement périodique. C'est précisément cet effet que l'on nomme pulsar. Lorsque l'astrophysicienne Jocelyn Bell Burnell détecta pour la première fois un tel signal en 1967, sa régularité était si stupéfiante qu'il fut surnommé, pour plaisanter, LGM1, pour Little Green Men in Aura. Les scientifiques ont même sérieusement envisagé l'hypothèse d'une origine artificielle. Cependant, d'autres pulsars furent rapidement découverts, confirmant qu'il s'agissait bien d'un phénomène naturel. Lors de la sonification, les signaux des pulsars se transforment en un battement clair et rythmé, rappelant un métronome. Chaque pulsar possède son propre tempo unique qui ne ralentit que très légèrement avec le temps. Cette incroyable précision permet d'utiliser les pulsars comme de véritables horloges cosmiques pour vérifier la théorie de la relativité générale et pour traquer les ondes gravitationnelles. En écoutant ce beat cosmique, nous n'entendons pas seulement un son, nous percevons le tic-tac des horloges les plus précises de l'univers, des vestiges laissés par de grandioses catastrophes stellaires. Au-delà des étoiles classiques et des pulsars exotiques, l'univers est rempli d'objets véritablement grandioses et terrifiants, et les plus mystérieux d'entre eux sont sans doute les trous noirs. Ces régions de l'espace, dont la gravité est si colossale que même la lumière ne peut s'en échapper, ont longtemps été synonymes de vide absolu et de silence éternel. Cependant, en 2003, les astronomes utilisant l'observatoire spatial à rayons Ischandra ont fait une découverte stupéfiante qui allait bouleverser notre perception de ces phénomènes. Ils étudiaient l'amas de galaxies géants de Persée, situé à environ 250 millions d'années-lumière de la Terre. Au cœur de cet amas réside un trou noir supermassif. Les astronomes ont remarqué que le gaz chaud remplissant l'amas présentait des ondes concentriques, comme des rides à la surface de l'eau après qu'on y a jeté une pierre. Ces ondes se sont avérées être des ondes sonores. La source de ce son? Le trou noir lui-même, qui émet périodiquement de puissants jets de particules. Ces flux perturbent le gaz environnant et créent ces gigantesques ondulations acoustiques. Les scientifiques ont réussi à calculer la fréquence de ces vibrations. Il s'est avéré qu'elles correspondent à la note si bémol, mais 57 octaves plus bas que le do central d'un piano. La période d'une seule oscillation de cette onde dure près de 10 millions d'années. C'est la note la plus grave jamais détectée dans l'univers. Bien sûr,
Notre ouïe est incapable de percevoir de telles vibrations infrasoniques. Mais pour que nous puissions l'entendre, les scientifiques de la NASA ont augmenté la fréquence du signal de plusieurs dizaines d'octaves. Le résultat est un bourdonnement profond, sinistre et d'un autre monde. Ce n'est pas une simple interprétation artistique. C'est le son réel qui se propage en ce moment même dans le gaz de l'amas de galaxies de Persée. Nous entendons le bourdonnement d'un trou noir supermassif, la voix basse et grondante de l'un des objets les plus puissants du cosmos. Les trous noirs peuvent émettre des sons, non seulement par l'intermédiaire du gaz qui les entoure. Ils sont capables de générer du son d'une manière bien plus fondamentale, par la vibration du tissu même de l'espace-temps. Selon la théorie de la relativité générale d'Einstein, les objets massifs courbent l'espace-temps autour d'eux. Et lorsque des objets très massifs, comme deux trous noirs ou des étoiles à neutrons, se mettent en orbite l'un autour de l'autre et finissent par fusionner, ils créent des ondulations dans l'espace-temps. Ces ondulations se propagent alors dans toutes les directions à la vitesse de la lumière. Ce sont ces ondes que l'on appelle les ondes gravitationnelles. Pendant longtemps, elles n'ont été qu'une prédiction purement théorique. Mais en 2015, l'observatoire LIGO a pu, pour la première fois de l'histoire, capter directement une telle vague. Elle provenait de la fusion de deux trous noirs, un événement survenu il y a plus d'1 milliard d'années. Les détecteurs LIGO sont des instruments d'une sensibilité incroyable, capables de mesurer une variation de distance des milliers de fois plus petite que le diamètre d'un proton. Lorsqu'une onde gravitationnelle traverse la Terre, elle comprime et étire pendant une infime fraction de seconde tout ce qui se trouve sur son passage, y compris les bras du détecteur lui-même. Le signal de vibration ainsi enregistré peut être converti en une onde sonore. Et ce que nous entendons, c'est un son court, dont la hauteur augmente rapidement, ressemblant à un gazouillis ou à un claquement, que les scientifiques ont baptisé le chirp. Ce son ne dure qu'une fraction de seconde, mais il contient l'information d'une catastrophe cosmique grandiose. En écoutant ce chirp, nous entendons l'accord final de la danse mortelle de deux trous noirs. Nous pouvons déterminer leur masse, leur vitesse de rotation et la quantité d'énergie émise sous forme d'ondes gravitationnelles. Pour vous donner une idée, en une fraction de seconde, plus d'énergie est libérée que ce qu'émettent toutes les étoiles de l'univers réuni. Ce n'est pas un simple son. C'est la vibration de l'univers même, parvenue jusqu'à nous à travers l'abysse du temps. Nous avons déjà entendu les planètes, les étoiles et même les trous noirs. Mais si nous pensions encore plus grand, qu'en est-il du son de la naissance de l'univers, l'événement le plus gigantesque que nous puissions concevoir? Bien sûr, au moment du Big Bang, il n'y avait pas d'air pour transporter les ondes sonores. Cependant, l'univers primordial n'était pas un vide stérile. Pendant les premières centaines de milliers d'années de son existence, il était rempli d'un plasma ultra chaud et ultra dense, une sorte de soupe primordiale faite de protons, d'électrons et de photons. Ce plasma était si dense que la lumière ne pouvait pas s'y déplacer librement. Elle était constamment dispersée par les particules. C'est au sein de cette soupe qu'eurent lieu des processus grandioses. La matière noire, par sa seule gravité, tentait de compresser la matière, tandis que la pression des photons chauds résistait violemment à cette compression. Cette lutte intestine a engendré des vagues de pression gigantesques qui se propageaient à travers tout le jeune univers. Il s'agissait de véritables ondes sonores, à la seule différence que leur milieu de propagation était ce plasma primitif. Ces ondes, nommées oscillations acoustiques baryoniques, étaient d'une puissance et d'une longueur incroyables. Certaines atteignaient des centaines de milliers d'années-lumière. Environ 380 000 ans après le Big Bang, l'univers a suffisamment refroidi pour permettre aux protons et aux électrons de s'unir et de former des atomes d'hydrogène. À partir de cet instant précis, l'univers est devenu transparent à la lumière. Les photons,
qui étaient jusque-là prisonniers dans le plasma, se sont finalement libérés et ont filé dans toutes les directions. Cette toute première lumière, nous pouvons l'observer aujourd'hui sous la forme du fond diffus cosmologique. Et sur la carte de ce rayonnement, comme gravée sur un parchemin antique, sont imprimées les traces de ces ondes sonores primordiales. En analysant ces minuscules fluctuations de température, les scientifiques ont réussi à reconstituer le son de l'univers à ses débuts. Si l'on compressait ces 380 000 ans en quelques secondes, et si l'on augmentait la fréquence, nous entendrions un rugissement assourdissant et montant en puissance qui s'interrompt brusquement au moment de la libération de la lumière. C'est là la voix de l'univers enfant, le rugissement de sa naissance, figé pour l'éternité. Revenons des échelles grandioses à quelque chose de plus proche, et peut-être plus facile à saisir. Comment être certain que tous ces sons dont nous discutons ne sont pas une simple fantaisie de scientifiques ou un bruit purement accidentel? C'est là que les mathématiques et la modélisation informatique entrent en jeu. Le processus de sonification n'est pas une simple application sonore arbitraire aux données. C'est une méthode scientifique rigoureuse qui vise à restituer le plus fidèlement possible les caractéristiques du signal source. Imaginez que vous ayez un graphique montrant la variation de la luminosité d'une étoile en fonction du temps. La luminosité fluctue, créant une courbe complexe. Pour transformer cela en son, nous pouvons associer l'axe temporel du graphique à l'axe temporel du fichier audio et l'axe de la luminosité au volume ou à la hauteur de la note. Ainsi, un pic de luminosité correspondra à un son fort ou aigu, tandis qu'une baisse correspondra à un son faible ou grave. Le résultat est une bande son qui reproduit fidèlement toutes les nuances des données originales. Cela permet à l'ouïe humaine, remarquablement équipée par l'évolution pour détecter les schémas et les anomalies, d'analyser les données scientifiques d'une manière totalement inédite. Par exemple, au sein d'un flux de données provenant d'un radiotélescope, un signal faible et périodique émis par un nouveau pulsar peut être masqué. Visuellement, sur un graphique, ce signal pourrait être presque indétectable au milieu du bruit. Mais si l'on sonifie ces données, notre ouïe peut instantanément isoler ce rythme répétitif du chaos ambiant. C'est ainsi, à l'oreille, que de nombreuses découvertes ont été faites. Les scientifiques n'utilisent pas la sonification uniquement pour populariser la science. C'est un puissant outil d'analyse. Ils peuvent écouter les données sur le vent solaire afin de prédire les tempêtes géomagnétiques ou analyser le son des ondes gravitationnelles pour décrypter les propriétés des trous noirs. Alors, quand vous entendez la voix du cosmos, sachez ceci. Derrière elle se cache non seulement la poésie, mais aussi une science rigoureuse qui transforme des données invisibles en une mélodie à la fois significative et riche en informations. Nous avons déjà évoqué les ondes radio qui nous parviennent de divers objets cosmiques. Mais quelle est leur origine exacte? Et surtout, comment fait-on pour les détecter? Imaginons un instant un poste de radio classique. Lorsque vous le syntonisez sur une fréquence précise, vous captez les ondes émises par l'émetteur de cette station. Eh bien, l'univers, lui, est rempli de ces stations de radio naturelles. Il peut s'agir de planètes en rotation, d'étoiles qui explosent, des noyaux actifs de galaxies, ou même de simples nuages de gaz froid flottant entre les étoiles. Ces objets émettent des ondes radio pour diverses raisons. Le mouvement de particules chargées dans des champs magnétiques, le rayonnement thermique, ou des sauts quantiques spécifiques au niveau atomique. Pour capter ces signaux incroyablement faibles qui ont parfois voyagé jusqu'à nous pendant des milliers ou des millions d'années, il nous faut des oreilles gigantesques, les radiotélescopes. Contrairement aux télescopes optiques qui recueillent la lumière visible, les radiotélescopes sont d'immenses antennes paraboliques. Elles ressemblent à des paraboles satellites, mais à une échelle beaucoup plus grande, les plus massives pouvant atteindre des centaines de mètres de diamètre.
Leur mission est de concentrer les ondes radio entrantes en un seul point, là où est installé un récepteur ultrasensible. Ce récepteur amplifie le signal, puis le convertit en données numériques que les ordinateurs peuvent ensuite analyser. Cependant, un seul télescope ne suffit pas toujours. Pour obtenir une image ou un son plus net, les astronomes ont recours à une technique appelée l'interférométrie. Cette méthode consiste à combiner les signaux de plusieurs radiotélescopes, souvent espacés de très grandes distances. Ensemble, ils fonctionnent comme un télescope géant ayant la taille d'un continent, voire de la Terre entière, comme ce fut le cas avec le projet Event Horizon Telescope, qui a permis d'obtenir la première image d'un trou noir. Ce sont précisément ces technologies qui nous permettent de nous syntoniser sur la bonne fréquence et d'écouter le murmure d'un pulsar, le grondement d'une galaxie, ou même l'écho lointain du Big Bang, en les séparant de l'omniprésent bruit cosmique. Après avoir passé en revue les instruments, revenons aux sources de son. Et cette fois, plongeons au cœur des lieux les plus tumultueux et chaotiques de l'univers. Les rémanents de supernovas. Lorsqu'une étoile massive épuise son carburant, elle s'effondre sur elle-même, puis explose avec une force inimaginable. Cette explosion, que l'on nomme supernova, peut, pendant un bref instant, briller plus fort que la galaxie entière qui l'abrite. L'explosion propulse la matière stellaire dans l'espace environnant à des vitesses atteignant des dizaines de milliers de kilomètres par seconde. C'est cette enveloppe de gaz et de poussière, en expansion, illuminée de l'intérieur et chauffée par des ondes de choc que l'on appelle un rémanent de supernova. L'un des exemples les plus célèbres est la nébuleuse du Crabe, née d'une explosion observée par les astronomes chinois en 1054. Au centre de cette nébuleuse se trouve un pulsar en rotation rapide, ce fameux batteur cosmique dont nous avons déjà parlé. Mais la nébuleuse elle-même est également une source sonore. Elle émet un puissant rayonnement radio et rayons X. Cette lumière est générée lorsque des électrons, accélérés à une vitesse proche de celle de la lumière par le champ magnétique du pulsar, se déplacent en spirale. Ce phénomène est connu sous le nom de rayonnement synchrotron. Si nous pointons un radiotélescope vers la nébuleuse du Crabe et que nous sonifions les données recueillies, nous n'entendrons pas le rythme marqué du pulsar. À la place, nous percevrons un bruit puissant, constant, un sifflement qui rappelle le grésillement d'une radio mal syntonisée. Ce bruit, c'est la voix du chaos, l'écho de l'énergie phénoménale libérée lors de la mort de cette étoile. En écoutant différentes parties de la nébuleuse sur des fréquences variées, les scientifiques peuvent cartographier sa structure, déterminer la température et la densité du gaz, et comprendre comment l'onde de choc interagit avec le milieu interstellaire. Ce grésillement n'est pas un simple bruit parasite. C'est un bourdonnement d'informations qui nous raconte les derniers instants de la vie d'une étoile géante et comment ces restes enrichissent la galaxie en éléments lourds, des éléments qui formeront un jour de nouvelles étoiles et de nouvelles planètes. Au-delà des rugissements des étoiles moribondes et des pulsations rythmées des pulsars, l'espace abrite un murmure plus discret mais tout aussi crucial. C'est la voix du gaz interstellaire froid, la matière même d'où naissent les nouvelles étoiles. On pourrait croire que l'espace intersidéral est un vide absolu, mais c'est faux. Il est en réalité rempli de gaz raréfiés, principalement de l'hydrogène, ainsi que de grains de poussière microscopiques. Par endroits, ce gaz se condense pour former de gigantesques nuages moléculaires. Ces nuages sont d'une froideur extrême, leur température ne dépassant l'épouvantable zéro absolu que de quelques dizaines de degrés. Dans ces conditions, les atomes d'hydrogène existent dans leur état fondamental, non excités. Et c'est précisément là que se produit l'un des phénomènes les plus importants pour la radioastronomie. L'atome d'hydrogène se compose d'un proton et d'un électron.
Chacune de ces particules possède sa propre rotation, ou spin. Les spins peuvent être alignés dans la même direction, on parle alors de spin parallèle, ou dans des directions opposées, les spins antiparallèles. L'état où les spins sont parallèles possède une énergie légèrement supérieure. Une fois tous les quelques millions d'années, le spin de l'électron dans l'atome d'hydrogène se retourne spontanément, basculant vers l'état antiparallèle qui est plus stable. Ce faisant, une minuscule quantité d'énergie est émise sous forme d'ondes radio, avec une longueur d'onde précise de 21 cm. Cela peut sembler insignifiant. Mais les nuages interstellaires géants contiennent une quantité absolument incalculable d'atomes d'hydrogène. Tous ensemble, ils génèrent un rayonnement radio faible, mais parfaitement détectable, sur cette fréquence unique et fixe. En réglant un radiotélescope sur 21 cm, nous pouvons entendre ces nuages. Leur signal, une fois sonifié, prend la forme d'un doux et régulier chuintement. En analysant l'effet Doppler, c'est-à-dire le décalage de la fréquence de ce signal, les astronomes doivent déterminer si le nuage se dirige vers nous ou s'en éloigne, et à quelle vitesse. C'est ainsi que nous avons pu établir la toute première carte des bras spiraux de notre galaxie, la Voie Croix-Lactée. Nous avons réussi à visualiser la structure de notre foyer stellaire, tout en étant situés à l'intérieur, simplement en écoutant le chuchotement silencieux de l'hydrogène froid dérivant dans l'immensité cosmique. Concentrons à nouveau notre attention sur le Soleil, notre astre diurne. Il nous apparaît comme une source constante de lumière et de chaleur, mais en réalité, c'est un objet dynamique et parfois extrêmement turbulent. À sa surface se produisent sans cesse des éruptions et des éjections de masse coronale, de véritables éruptions gigantesques de plasma et de champs magnétiques. Ces événements génèrent de puissants flux de particules chargées et des sursauts d'émissions radio. Ils parviennent jusqu'à la Terre, où ils sont capables de déclencher des tempêtes géomagnétiques. Les radiotélescopes, réglés pour capter l'activité solaire, enregistrent ces sursauts. Lorsqu'ils sont soumis à la sonification, ils se transforment en une grande variété de sons. Certains ressemblent à un crépitement sec, d'autres à un hurlement de sirène, et d'autres encore à un gazouillis très rapide. Ces bruits, appelés sursauts radiosolaires, sont classés par type. Par exemple, les sursauts de type 3, liés au flux d'électrons, produisent un sifflement rapide et descendant en fréquence lors de leur sonification. Quant aux sursauts de type 2, provoqués par les ondes de choc se propageant dans la couronne solaire, ils résonnent comme un bourdonnement lent dont la tonalité s'abaisse progressivement. En bécoutant le Soleil dans le domaine radio, les scientifiques peuvent suivre son activité en temps réel. Ce n'est pas qu'une simple curiosité scientifique. De puissantes éruptions solaires peuvent perturber le fonctionnement des satellites, des systèmes de navigation et des réseaux électriques sur Terre. C'est pourquoi la radiosurveillance du Soleil est une composante essentielle de la météorologie spatiale qui nous aide à prévoir et à atténuer les effets des tempêtes solaires. Ainsi, ce crépitement et ce hurlement que nous entendons des profondeurs du cosmos ne sont pas de simples bruits abstraits. C'est la voix de notre voisin le plus proche et le plus puissant, celui qui influence directement notre vie et nos technologies. C'est un rappel que nous vivons dans un environnement actif et en constante évolution, et que même notre Soleil possède sa propre voix, une voix parfois très redoutable. Jusqu'à présent, nous avons exploré des sons cosmiques soit constants, comme le bourdonnement sourd d'un trou noir, soit périodiques et prévisibles, comme le battement régulier d'un pulsar. Mais l'univers sait aussi nous surprendre. En 2007, les astronomes ont découvert un nouveau type de signal, absolument énigmatique. Il s'agissait d'une impulsion radio incroyablement puissante, mais extrêmement brève, ne durant que quelques millisecondes. Durant ce laps de temps infime,
Elle a libéré autant d'énergie que notre Soleil en produit en plusieurs jours. Ce signal provenait d'une galaxie lointaine, et sa nature restait totalement incompréhensible. Ce phénomène fut baptisé sursaut radio rapide ou FRB pour Fast Radio Burst. Depuis, des centaines de ces sursauts ont été détectés. Certains étaient vraiment solitaires, ils s'allumaient une seule fois, puis s'éteignaient à jamais. D'autres, à la grande surprise des scientifiques, se sont avérés répétitifs émettant des séries d'impulsions. La sonification de ces signaux produit un son très caractéristique, court, sec, ressemblant soit à un coup de fouet, soit à un piou électronique. Quand le sursaut se répète, nous entendons une succession de ces clics, parfois espacés par des intervalles chaotiques. L'origine des sursauts radio rapides demeure à ce jour l'une des principales énigmes de l'astrophysique contemporaine. De multiples hypothèses existent. Certains scientifiques pensent qu'il pourrait provenir de magnétars, un type particulier d'étoiles à neutrons dotés de champs magnétiques extrêmement puissants. D'autres suggèrent des fusions d'objets compacts, voire quelque chose de complètement exotique. En écoutant ces mystérieux clics émis depuis l'espace intergalactique, nous assistons de fait à la résolution d'un des plus grands mystères cosmiques. Chaque nouveau sursaut détecté, chaque nouvel enregistrement sonifié, nous rapproche de la compréhension du type de cataclysme d'une force monstrueuse capable d'engendrer un cri aussi bref et puissant, entendu à travers la moitié de l'univers. Nous avons beaucoup discuté de la manière dont les objets isolés sonnent. Mais que se passerait-il si nous essayions d'écouter une galaxie entière ? Notre galaxie, la Voie lactée, est un système gigantesque composé de centaines de milliards d'étoiles, de gaz, de poussière et de matière noire. Elle n'émet pas un son unique, mais si nous pointons un radiotélescope vers son centre ou le long de son plan, nous captons un mélange complexe de signaux provenant d'une multitude de sources différentes. Ce fond général de rayonnement radiogalactique, c'est ce que l'on pourrait appeler la voix de la Voie lactée. Alors, qu'entendrons-nous si nous sonifions ce signal ? Ce ne sera ni une mélodie, ni un rythme précis. Ce sera plutôt un bruit de fond profond, complexe et en constante évolution. Nous pourrons y distinguer le grésillement du rayonnement synchrotron, produit par les électrons qui se déplacent dans le champ magnétique galactique. On y percevra aussi un fond plus subtil, émis par les lointains restes de supernovas et les régions de formation stellaire. Et si l'on pointe le télescope précisément vers le centre de la galaxie, en direction de la constellation du Sagittaire, le bruit devient plus fort et plus intense. C'est là, au cœur de la Voie lactée, que se cache le trou noir supermassif, Sagittarius, à étoile. Il n'est pas aussi actif que le trou noir de l'amas de Persée, mais il est néanmoins entouré de gaz chaud qui émet dans le domaine radio. Ce bourdonnement émanant du centre, c'est le cœur battant de notre galaxie. En écoutant ce bruit galactique, nous prenons conscience de l'échelle et de la complexité de notre foyer stellaire. C'est un peu comme si vous vous teniez au milieu d'une immense ville, les yeux fermés, et que vous vous contentiez d'écouter. Vous ne distinguez pas les conversations individuelles, mais le murmure général de la ville vous donne une idée de sa vie, de son énergie et de son étendue. De même, en écoutant le bruit radio de la Voie lactée, nous ressentons sa majesté et sa respiration, et nous entendons la voix collective de milliards d'étoiles et de nébuleuses. Au-delà de notre propre galaxie, se cachent des milliards d'autres systèmes. Et ces systèmes ne sont pas silencieux. Les galaxies, où la formation de nouvelles étoiles est très active, que l'on appelle les galaxies à sursaut de formation d'étoiles, sont de puissantes sources d'émissions radioélectriques. Des milliers d'étoiles massives naissent dans leurs nuages moléculaires géants. Elles vivent peu de temps, puis explosent en supernovae, ce qui remplit la galaxie de rayons cosmiques et produit un puissant souffle radio.
Mais il existe un autre type de galaxies, encore plus bruyant. On les nomme les galaxies actives, ou plus communément les quasars. Au cœur de ces systèmes se trouvent des trous noirs supermassifs qui engloutissent activement la matière environnante. Gaz, poussière, et même des étoiles entières. Cette matière, en tombant vers le trou noir, s'enroule dans ce qu'on appelle le disque d'accrétion. Le frottement chauffe cette substance à des millions de degrés, la faisant briller dans tous les domaines du spectre électromagnétique, y compris les ondes radio. Souvent, 2 jets de plasma gigantesques s'échappent du centre de ce système. Ils peuvent s'étendre sur des millions d'années-lumière, bien au-delà des limites de la galaxie elle-même. Ces jets sont parmi les sources radio les plus puissantes de tout l'univers. Si nous sonifions le signal radio d'un quasar lointain, nous entendons un rugissement puissant et soutenu. C'est le son de la matière déchiquetée et consumée par un monstre gravitationnel. C'est un déferlement d'énergie comparable à celui de centaines de galaxies ordinaires, émanant pourtant d'une région à peine plus grande que notre système solaire. En écoutant ces voix lointaines, nous observons le passé. La lumière et les ondes radio qui nous parviennent ont voyagé pendant des milliards d'années. Nous entendons comment était l'univers dans sa jeunesse turbulente, lorsque les galaxies étaient loin nos plus actives et que leurs trous noirs centraux étaient des prédateurs insatiables. Ce rugissement est la bande sonore de l'ère des titans cosmiques. En plus des objets individuels, il existe un bruit de fond qui imprègne l'univers tout entier. Nous avons déjà évoqué le rayonnement fossile, l'écho du Big Bang dans le domaine des micro-ondes. Mais il existe aussi le fond diffus radio-cosmologique. Il s'agit du rayonnement global émis par toutes les sources radio de l'univers, celles qui sont trop éloignées ou trop faibles pour être distinguées individuellement. Imaginez-vous dans un grand stade pendant un match. Vous entendez le bourdonnement général de la foule, fait des cris, des conversations et des applaudissements de milliers de personnes, sans pouvoir distinguer une seule voix individuelle. Le fond diffus radio, c'est un peu cela. C'est le bruit de la foule, généré par des milliards de galaxies et de quasars lointains. Si l'on devait le transformer en son, ce serait juste un bruit blanc, un sifflement ou un grésillement. Pourtant, pour les cosmologistes, ce bruit est porteur d'informations inestimables. En étudiant son intensité et sa distribution dans le ciel, les scientifiques peuvent tirer des conclusions sur la formation des premières étoiles et des galaxies, et sur l'époque de la rayonisation, ce moment où la lumière des premières étoiles a percé et ionisé le voile d'hydrogène neutre qui remplissait le jeune univers. Dans ce bruit, comme dans une couche archéologique, est enfouie l'information concernant les toutes premières étapes de l'évolution des structures cosmiques. Les chercheurs s'efforcent de soustraire de ce bruit général les signaux des sources proches et bien connues, afin d'atteindre le signal le plus faible et le plus ancien, celui des toutes premières étoiles. C'est une tâche d'une complexité inouïe, comparable à essayer d'entendre un murmure à l'autre bout du stade au moment du but de la victoire. Mais si nous y parvenons, nous pourrons alors entendre l'aube cosmique, le moment où les premières lumières se sont allumées dans l'univers après un long âge des ténèbres. Abordons la question de savoir comment la sonification contribue concrètement à faire des découvertes scientifiques. Un excellent exemple, que nous avons d'ailleurs déjà évoqué, c'est la découverte du tout premier pulsar. La doctorante Jocelyn Bell Burnell parcourait alors des kilomètres de bandes de papier provenant des enregistrements du radiotélescope. Elle a repéré un signal étrange et répétitif. Sur le graphique, cela se manifestait par une minuscule griffe ou crochet revenant toutes les 1,33 secondes. Au départ, ce fut considéré comme de simples interférences. Mais si elle avait eu la possibilité d'écouter ces données, son oreille aurait instantanément isolé ce rythme clair et métronomique du bruit de fond.
l'ouïe humaine possède une capacité unique pour le décryptage des motifs temporels. Nous pouvons distinguer un bruit aléatoire de la musique, la parole d'un cri, ou le bruit de la pluie de celui des pas. C'est une faculté que les scientifiques exploitent activement. Dans le projet LIGO, dédié à la recherche d'ondes gravitationnelles, les données ne sont pas analysées uniquement par des ordinateurs. Il existe un projet de science citoyenne baptisé Gravity Spy, où des volontaires peuvent visualiser et écouter des glitches sonifiés, ces courts signaux de bruit enregistrés par les détecteurs. En classifiant ces bruits, les humains contribuent à entraîner l'intelligence artificielle pour qu'elle puisse mieux distinguer le signal réel des parasites. Prenons un autre exemple, l'astérosismologie. En analysant la chanson d'une étoile, on peut non seulement entendre sa tonalité fondamentale, mais aussi ses harmoniques, ses battements et les variations de son timbre. Ces nuances subtiles, qui ne sautent pas aux yeux sur un simple graphique, résonnent pour une oreille entraînée comme des changements d'harmonie manifestes. Elles peuvent indiquer la présence de planètes, les processus à l'œuvre dans son noyau, ou même le fait qu'elle appartienne à un système binaire. La sonification transforme ainsi des ensembles abstraits de chiffres en quelque chose d'intuitif, permettant aux scientifiques d'utiliser l'un des outils de reconnaissance de formes les plus sophistiquées que la nature nous ait données, notre propre audition. Il est crucial de saisir que la sonification n'est pas qu'une science, c'est aussi, dans une certaine mesure, un véritable art. Il n'y a pas une seule façon correcte de mettre des données en son. Le scientifique ou l'artiste qui pratique la sonification doit prendre une série de décisions créatives. Quelles caractéristiques de la donnée allons-nous associer à la hauteur, la tonalité, et quelles autres allons-nous lier au volume? Devrait-on peut-être utiliser différents instruments de musique pour différents types de signaux? Par exemple, le signal d'un pulsar pourrait être traduit par un coup de tambour, tandis que les douces fluctuations de la magnétosphère prendraient la fausse prendrait la forme d'un son de flûte ou de synthétiseur. Ces choix influencent directement notre perception. Le son d'un trou noir, lorsqu'il est présenté comme un bourdonnement grave et sinistre, nous évoque certaines émotions. Si ce même phénomène était sonorisé par une tonalité haute et cristalline, notre ressenti serait radicalement différent. Cette subjectivité n'enlève rien au caractère scientifique de la méthode, tant que le motif fondamental de la donnée est préservé. Au contraire, elle ouvre de nouvelles portes à la communication. Des artistes et musiciens tels que Matt Russo ou les membres du projet System Sounds créent des compositions musicales entières basées sur des données astronomiques. Ils peuvent, par exemple, prendre les données orbitales des planètes du système TRAPPIST-1 et attribuer une note spécifique à chacune. Le résultat, à mesure que les planètes tournent, est une mélodie unique et parfaitement harmonieuse. De tels projets aident les personnes éloignées du monde scientifique à ressentir la beauté et l'harmonie du cosmos. Ils traduisent des concepts complexes dans le langage universel de la musique, suscitant l'émerveillement et un sentiment d'appartenance à ces grandes découvertes. C'est un pont jeté entre le monde des formules rigoureuses et celui des émotions humaines. Un pont qui prouve que l'univers n'est pas seulement connaissable, mais aussi intrinsèquement beau. Quand bien même nous évoquons les sons du cosmos, il est essentiel de garder en tête les échelles de temps. La majorité des phénomènes que nous décidons d'écouter se déploient en délios sur des durées radicalement différentes de notre expérience quotidienne. Nous avons déjà mentionné qu'une seule oscillation de l'onde sonore provenant du trou noir dans l'amas de Persée dure 10 millions d'années. Pour pouvoir l'entendre, nous devons compresser ces 10 millions d'années en une seule seconde. Les pulsations d'une étoile ordinaire, comme notre Soleil, ont des périodes de quelques minutes. Afin de les transformer en un bourdonnement audible, il nous faut accélérer l'enregistrement des milliers de fois.
La rotation des planètes, qui compose la mélodie du projet System Sounds, s'étale en réalité sur des jours, des mois et même des années. Nous accélérons donc le temps pour en capter la musique. À l'inverse, il existe aussi des processus ultra rapides. Une éruption radio rapide ne dure que quelques millisecondes. Pour l'analyser et la distinguer clairement, les scientifiques doivent, cette fois, ralentir le temps, étirant ainsi cette courte impulsion. Ce jeu sur les échelles temporelles est l'une des caractéristiques les plus fascinantes de la sonification. Il nous permet d'appréhender les rythmes de l'univers, des cadences totalement inaccessibles à notre expérience immédiate. Nous pouvons écouter la lente respiration d'une galaxie qui se déploie sur des millions d'années, ainsi que le cri ultra court d'une étoile mourante survenue en un instant. Cela nous procure un sens de la perspective tout à fait unique. Nos propres vies, l'histoire entière de l'humanité, ne représentent qu'un bref instant comparé à ces cycles cosmiques. En écoutant le chant accéléré d'une étoile, ou le clic ralenti issu du vide intergalactique, nous sortons un instant des limites de notre perception humaine du temps. Nous effleurons l'éternité et nous nous accordons aux rythmes fondamentaux de l'univers lui-même. Revenons sur Terre pour aborder l'aspect visuel de ces fameux sons cosmiques. En d'autres termes, comment les ondes sonores peuvent nous aider à véritablement voir l'univers. Nous parlons ici de la visualisation des données, un processus qui va souvent de pair avec la sonification. Prenez par exemple un spectrogramme sonore. C'est un graphique qui illustre l'évolution de la composition fréquentielle d'un son au fil du temps. On y distingue clairement les notes aiguës et graves, ainsi que leur durée et leur volume. Ces mêmes techniques de visualisation s'appliquent aussi aux signaux cosmiques. Par exemple, le signal d'un pulsar apparaîtra sur le spectrogramme comme une série de lignes verticales se répétant à intervalles réguliers. Le chirp, issu de la fusion de deux trous noirs, lui, sera représenté par une ligne qui s'incurve doucement, montant du bas vers le haut, illustrant l'augmentation progressive de la fréquence. Ces schémas visuels sont tout aussi riches en informations que le son lui-même. Parfois, les astronomes créent des visualisations encore plus complexes et tridimensionnelles. Imaginez la simulation de la fusion de deux étoiles à neutrons. L'ordinateur calcule l'évolution de la densité, de la température et du champ gravitationnel à chaque instant. Ces données peuvent ensuite être à la fois sonifiées et visualisées. Par exemple, l'intensité des ondes gravitationnelles peut déterminer le volume du son, tandis que la couleur de l'image représente la température de la matière. Le résultat n'est pas qu'une simple vidéo, mais une expérience audiovisuelle complète qui nous permet à la fois de voir et d'entendre cette catastrophe cosmique. Ces simulations aident les scientifiques à mieux appréhender la physique des phénomènes extrêmes et à confronter leurs modèles théoriques aux observations réelles. Pour nous, le public, c'est une occasion incroyable de plonger au cœur de processus qui nous sont invisibles, d'en ressentir la puissance et la beauté grâce à cette synthèse du son et de l'image. C'est, en définitive, une autre manière de traduire le langage du cosmos dans la langue universelle de nos sens. Nous savons que l'espace regorge d'ondes radio. Mais qu'en est-il des sons acoustiques, des vrais? Étonnamment, la réponse est oui, mais uniquement dans des zones bien spécifiques. Le son a besoin d'un milieu pour se propager, et même si l'espace interstellaire est un vide quasi parfait, il existe des milieux à l'intérieur de certains objets cosmiques. Prenez l'exemple des étoiles. Une étoile n'est pas une boule solide, mais une sphère gigantesque de plasma extrêmement chaud et dense. Des processus de convection s'y déroulent sans cesse. Le plasma brûlant monte du cœur vers la surface, se refroidit, puis redescend. Ces flux turbulents génèrent des ondes sonores qui se propagent dans toute l'étoile. Ce sont précisément ces ondes qui provoquent les vibrations étudiées par l'astérosismologie. Ainsi, à l'intérieur des étoiles,
il y a bel et bien un bourdonnement continu et assourdissant. Autre exemple, les nébuleuses gazeuses, surtout dans les jeunes régions de formation stellaire. La densité du gaz y est certes infime selon nos standards terrestres, mais elle n'est pas nulle pour autant. Lorsqu'une étoile massive et chaude s'y allume, son puissant rayonnement et ses vents stellaires commencent à exercer une pression intense sur le gaz environnant, le comprimant et créant des ondes de choc. Ces ondes de choc, qui sont en réalité des ondes sonores extrêmement lentes et longues, voyagent à travers la nébuleuse, densifiant le gaz et amorçant le processus de formation de nouvelles étoiles. Nous ne pouvons pas entendre ce son directement, car la longueur d'onde peut atteindre des années-lumière, avec une fréquence d'une seule oscillation par milliers d'années. Pourtant, ce sont de véritables ondes de pression qui se propagent dans le milieu interstellaire. Et bien sûr, il y a les atmosphères planétaires. Dans les atmosphères de Jupiter ou de Saturne, des ouragans soufflent à des centaines de kilomètres par heure et des éclairs gigantesques déchirent le ciel. Si nous pouvions y descendre un microphone, nous capterions un rugissement continu de vent, accompagné de roulements de tonnerre assourdissants. L'espace n'est donc pas absolument silencieux. Dans certains de ces recoins, au cœur des étoiles et dans les nuages des nébuleuses, résonnent des symphonies acoustiques bien réelles, même si elles nous sont inaccessibles directement. Au-delà des sons naturels, l'espace est peu à peu rempli par des sons d'origine artificielle. Depuis le début de l'ère spatiale, l'humanité envoie des signaux radio dans le cosmos. Les tout premiers satellites, dont le célèbre Sputnik 1 soviétique, envoyèrent vers la Terre de simples signaux que n'importe quel radioamateur pouvait intercepter. Son célèbre « bip 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 » est devenu la toute première voix artificielle dans l'espace. Depuis, nous avons émis d'innombrables signaux. Il s'agit de commandes pour piloter les sondes spatiales, de la télémétrie qu'elles nous renvoient, de données scientifiques issues des rovers martiens ou encore des signaux GPS. Tout ceci crée autour de la Terre une sphère de rayonnement radio artificiel en constante évolution. Mais qu'en est-il des messages destinés aux civilisations extraterrestres? Le plus célèbre reste le « message d'Arecibo », expédié en 1974 en direction de l'amas globulaire M13. C'est un signal radio codé qui contient des informations détaillées sur l'humanité. Si on le sonifiait, il se présenterait comme une courte série de tonalités de hauteurs variées. Un exemple plus poétique encore, les disques d'or à bord des sondes Voyager 1 et Voyager 2. Sur ces disques, on trouve des images, des salutations en différentes langues, mais aussi des sons. Le bruit du vent et de la pluie, le chant des oiseaux, et de la musique de Bach et de Chuck Berry. Ce n'est pas un signal radio, mais un support physique, une sorte de message dans une bouteille jeté dans l'océan cosmique. Ces sondes ont déjà quitté le système solaire et voguent désormais dans l'espace interstellaire. Peut-être que dans des dizaines de milliers d'années, quelqu'un les trouvera et pourra entendre les voix de notre planète. C'est ainsi que l'humanité ajoute ses propres notes à la grande symphonie de l'univers. Quel est l'avenir de l'écoute de l'univers? Il s'annonce encore plus fascinant. De nouveaux télescopes, encore plus sensibles, sont en construction sur Terre et dans l'espace. Prenons l'exemple du radiotélescope géant Square Kilometre Array, ou SKA, qui sera composé de milliers d'antennes réparties entre l'Australie et l'Afrique du Sud. Sa surface de collecte totale atteindra 1 km², ce qui en fera le plus grand télescope du monde. Le SKA pourra remonter jusqu'aux époques les plus reculées de l'univers, cartographier la répartition de l'hydrogène, découvrir des milliers de nouveaux pulsars et, potentiellement, capter les ondes gravitationnelles les plus ténues. Le volume de données générées par ce télescope dépassera l'ensemble du trafic Internet mondial actuel.
Analyser de telles quantités d'informations manuellement sera tout simplement impossible. C'est là que l'intelligence artificielle entre en jeu. Les algorithmes d'apprentissage automatique devront passer au crible ces pétaoctets de données à la recherche de motifs sonores, familiers, tout en détectant des types de signaux entièrement nouveaux et inconnus. Il est possible que l'IA puisse dénicher des corrélations si subtiles dans le bruit cosmique que l'oreille ou l'œil humain n'auraient jamais pu remarquer. Parallèlement, les observatoires d'ondes gravitationnelles sont en plein développement. Il est prévu de lancer l'interféromètre spatial LISA, qui sera composé de 3 satellites formant dans l'espace un triangle gigantesque, dont chaque côté mesurera 2,5 millions de kilomètres. LISA sera sensible aux ondes gravitationnelles de très basse fréquence, celles qu'il est impossible de capter depuis la Terre. LISA pourra entendre les fusions de trous noirs supermassifs au centre des galaxies, les systèmes binaires de naines blanches et peut-être même les ondes gravitationnelles nées dans les tout premiers instants qui ont suivi le Big Bang. Nous nous tenons au seuil d'une nouvelle ère en astronomie où nous pourrons non seulement voir, mais aussi entendre l'univers avec une clarté sans précédent. L'écoute du cosmos soulève également de profondes interrogations philosophiques. Lorsque nous convertissons des données impersonnelles, photons, ondes radio, ondes gravitationnelles, en son, nous humanisons l'univers. Nous utilisons l'un de nos sens les plus anciens et les plus chargés d'émotions, l'ouïe, pour le percevoir. Cela modifie profondément notre rapport à l'espace. Il n'est plus seulement un gouffre froid et vide, mais devient quelque chose de vivant, de dynamique, rempli de voix. Nous commençons à parler du chant des étoiles, du murmure des gaz ou du rugissement des quasars. Ce sont bien sûr des métaphores, mais elles nous aident à établir un lien plus intime et intuitif avec le cosmos. Ceci soulève également la question de notre place dans l'univers. En écoutant l'écho du Big Bang, nous touchons l'instant de notre naissance commune. En écoutant le bourdonnement de la nébuleuse du Crabe, nous entendons comment, dans le creuset d'une supernova, sont nés les éléments lourds, le carbone, l'oxygène, le fer, qui nous composent, nous, notre planète, et tout ce qui nous entoure. Nous sommes littéralement de la poussière d'étoiles, et les sons de l'espace nous le rappellent. Et si, un jour, au milieu de ce bruit cosmique naturel, nous entendions quelque chose de différent? Un signal portant les marques de l'artificialité, de la complexité, du sens. La recherche d'une intelligence extraterrestre, le projet SETI, n'est au fond qu'une tentative de distinguer, dans ce cœur cosmique, une autre voix. Que ressentirions-nous à ce moment-là? De la surprise? De la joie? De la peur? Écouter l'univers n'est pas seulement une quête de connaissance, c'est aussi une quête de nous-mêmes, de notre origine et de notre futur possible. Imaginons un instant. Qu'est-ce que nous pourrions entendre de plus si nos technologies devenaient encore plus sophistiquées? Par exemple, nous pourrions apprendre à détecter les neutrinos, ces particules minuscules, quasi dénuées de masse, nées des réactions nucléaires au cœur des étoiles ou lors des explosions de supernovas. Elles interagissent si peu avec la matière qu'elles traversent les planètes et les étoiles comme si elles n'existaient pas. Si nous pouvions construire des détecteurs suffisamment sensibles et sonifier ce flux de neutrinos, nous serions capables d'écouter ce qui se passe en temps réel au cœur de notre Soleil. Ce serait le reportage le plus direct jamais diffusé depuis le centre d'une étoile. Et qu'en est-il de la matière noire? Cette substance énigmatique représente environ 85% de toute la matière de l'univers, mais nous ignorons toujours sa composition exacte. Certaines théories suggèrent que les particules de matière noire pourraient s'annihiler entre elles, créant des rayons gamma ou d'autres particules détectables. Si nous devions détecter un tel signal provenant du centre de la galaxie, là où la concentration de matière noire est maximale, nous pourrions le sonifier. Quel serait le son de la matière noire?
peut-être un murmure à peine perceptible, de très hautes fréquences qui traverseraient tout, et les trous de verre ou d'autres dimensions, s'ils existent, pourraient-ils sonner d'une certaine manière dans notre univers? Il est possible qu'ils génèrent des distorsions spécifiques dans l'espace-temps, que nous pourrions capter comme un signal d'onde gravitationnelle unique. Pour l'instant, ce ne sont que des hypothèses, mais elles révèlent à quel point le cosmos recèle encore d'inconnus et d'inaudibles. Chaque nouvelle oreille que nous tendons vers le ciel, qu'il s'agisse d'un radiotélescope, d'un détecteur d'ondes gravitationnelles ou d'un observatoire à neutrinos, pourrait nous révéler une palette sonore de l'univers totalement inédite. Au-delà de la science, les sons cosmiques trouvent de plus en plus leur place dans l'art, et même dans le domaine de la thérapie. Musiciens et compositeurs se servent de ces données sonifiées comme d'une source d'inspiration, voire comme fondement même de leurs œuvres. Un artiste électro, par exemple, peut capter le rythme d'un pulsar et l'utiliser comme piste de percussion dans son morceau. Un compositeur d'avant-garde, lui, pourrait créer toute une symphonie basée sur les fluctuations du rayonnement fossile. Ceci donne naissance à un tout nouveau genre musical, l'ambient cosmique, où l'auditeur est invité à se plonger dans l'atmosphère de mondes lointains. Les artistes visuels, quant à eux, conçoivent des installations où le son du cosmos pilote la lumière, la couleur ou le mouvement des objets, générant une expérience multisensorielle unique. Mais il existe également une application bien plus pratique. Les sons apaisants, monotones ou évoluant lentement, comme le bourdonnement des étoiles ou le chant de la magnétosphère, peuvent être employés en thérapie sonore pour la relaxation, la méditation et la lutte contre l'insomnie. C'est d'ailleurs peut-être la raison pour laquelle vous écoutez cette conférence en ce moment même. Les sons spatiaux, profonds et de basse fréquence, peuvent aider à ralentir le rythme cardiaque et la respiration, à relâcher les tensions et à vous plonger dans un état de quiétude. C'est en quelque sorte un bruit blanc naturel, ou plutôt un bruit cosmique, qui sert de rideau sonore, éliminant les irritations du quotidien et préparant le cerveau au repos. En écoutant ces sons, nous percevons intuitivement quelque chose de vaste, d'éternel et de profondément apaisant. Cela permet à nos propres angoisses et à nos soucis de paraître beaucoup moins importants à l'échelle de l'univers. Ainsi, les voix des étoiles et des galaxies lointaines, après être passées par les filtres de la science et de la technologie, nous reviennent sous la forme d'une berceuse thérapeutique, nous aidant à retrouver la paix et l'harmonie. L'un des aspects les plus sidérants des sons cosmiques, c'est justement leur incroyable diversité. L'univers ne se contente jamais de la même mélodie. Sa palette sonore est d'une richesse absolument inouïe. Nous y trouvons les rythmes clairs et mécaniques des pulsars qui ressemblent au tic-tac d'une horloge cosmique. Il y a le sifflement chaotique et furieux des restes de supernovas, comme l'écho violent d'une explosion. Il y a le bourdonnement profond et vibrant des étoiles, évoquant le chant des moines tibétains. Il y a le hurlement étrange et d'outre-monde des trous noirs. Il y a les pépiments et les sifflements surnaturels de la magnétosphère de notre planète. Il y a les clics courts et secs, les claquements soudains, des mystérieuses sursauts radio rapides. Il y a le chuchotement doux, à peine audible, de l'hydrogène froid dans les bras spiraux des galaxies. Et par-dessus tout cela, domine le rugissement assourdissant, bien que tu depuis longtemps, du Big Bang, figé dans le rayonnement fossile. Chacun de ces sons nous raconte une histoire singulière. L'histoire de la naissance, de la vie et de la mort des étoiles. L'histoire de la danse des planètes et des galaxies. L'histoire des lois fondamentales de la nature qui régissent la gravité et la lumière. Cette symphonie n'a été écrite par aucun compositeur. Elle naît spontanément, issue des processus physiques qui se déroulent aux quatre coins du cosmos. Et le fait que nous, êtres vivants sur une petite planète, près d'une étoile parmi des milliards,
ayons pu inventer les outils et les méthodes pour entendre cette musique grandiose, constitue l'une des plus grandes victoires de l'esprit humain. Nous avons appris à écouter l'univers, et celui-ci nous a répondu par un chœur de trillions de voix. Vous vous demandez peut-être s'il est possible d'entendre quelque chose de l'espace par soi-même sans avoir accès à ces télescopes géants. La réponse est, dans un sens, oui. Bien sûr, vous ne pourrez pas capter les ondes radio-cosmiques directement. Mais il existe plusieurs façons de se rapprocher de cette expérience. De nombreuses archives en ligne existent, notamment sur les sites de la NASA, de l'Agence spatiale européenne et de diverses universités, où sont publiés des enregistrements sonifiés de toutes sortes de phénomènes spatiaux. Vous y trouverez le cœur de la Terre, le battement des pulsars, ou encore le bourdonnement d'un trou noir. Écouter ces enregistrements avec un bon casque peut même devenir une véritable expérience méditative. Par ailleurs, des logiciels de planétarium et des applications mobiles ne se contentent pas de vous montrer la carte du ciel étoilé. Ils incluent parfois des données sonifiées ou des bandes son thématiques qui créent l'atmosphère adéquate. Il existe aussi une approche plus directe. Les radios amateurs, disposant d'un équipement de qualité, peuvent capter certains signaux cosmiques. Par exemple, il est possible de recevoir des réflexions d'ondes radio sur les traînées de météores dans l'atmosphère ou même de faibles signaux provenant de Jupiter. Certes, cela exige des connaissances et du matériel spécifique, mais cela prouve que la frontière entre l'astronomie professionnelle et celle des amateurs n'est pas aussi infranchissable qu'on pourrait le penser. Mais la façon la plus essentielle de entendre l'espace est probablement de sortir par une nuit claire, loin des lumières de la ville, et de simplement contempler les étoiles. Essayez d'imaginer que chacun de ces points lumineux est une gigantesque boule de plasma bourdonnante. Qu'entre eux dérivent des nuages de gaz invisibles qui chuchotent sur leur propre fréquence radio. Qu'ailleurs, dans les profondeurs, des pulsars tournent en marquant leur rythme cosmique. Cette expérience de pensée, ce pont entre l'imagination et la connaissance scientifique, est la manière la plus accessible d'entendre la musique silencieuse des sphères. Résumons. Pourquoi l'espace nous chuchote-t-il ? Il murmure parce qu'il n'est pas vide. Il est rempli d'énergie, de matière et de chant. Il chuchote dans le langage des ondes électromagnétiques, porteuses d'informations sur les processus les plus tumultueux comme les plus calmes de l'univers. Il chante à travers les vibrations des étoiles qui nous révèlent leur structure interne. Il bat au rythme des étoiles à neutrons, ces vestiges ultra-denses de catastrophes stellaires. Il bourdonne de la voix des trous noirs qui agitent le gaz au sein des amas galactiques. Il rugit à travers les ondes gravitationnelles nées des cataclysmes de fusion d'objets massifs. Et il conserve encore l'écho de sa propre naissance enregistré dans le rayonnement fossile. Nous ne pouvons pas entendre ce murmure avec nos propres oreilles, car nos organes sensoriels sont adaptés à des conditions radicalement différentes, l'environnement dense et aérien de notre planète. Mais nous avons su dépasser cette limitation grâce à notre intellect. Nous avons créé de nouvelles oreilles, des radiotélescopes, des observatoires à rayons X, des détecteurs d'ondes gravitationnelles, et nous avons inventé une nouvelle façon d'écouter, la sonification, qui traduit le langage invisible et inaudible du cosmos dans un langage de son que nous pouvons comprendre. Cette traduction nous permet non seulement d'obtenir de nouvelles informations scientifiques, mais aussi de ressentir l'univers d'une manière inédite, d'en percevoir l'échelle, le drame et l'harmonie. Ce murmure cosmique est la preuve que l'univers n'est pas froid ni mort. Il vit, il respire, il évolue et il possède sa propre voix, absolument unique. Il nous suffit d'apprendre à l'écouter. Et maintenant, alors que vous êtes allongé, les yeux clos, vous préparant doucement au sommeil, laissez ces murmures cosmiques envelopper votre repos. N'imaginez pas
un silence absolu, mais plutôt un espace empli d'un bourdonnement profond et omniprésent. C'est le bruit de fond de l'univers, composé des voix de milliards de galaxies lointaines. Sur cette trame sonore, tels des instruments isolés au sein d'un grand orchestre, d'autres sons émergent çà et là. Écoutez. Un battement rythmé et précis file près de vous. C'est un pulsar lointain qui marque le temps cosmique. Vous percevez un son fluide et iridescent, semblable au chant des baleines. C'est le vent solaire jouant sur les cordes de la magnétosphère terrestre, donnant naissance aux aurores boréales. Soudain, un clic bref et sec se fait entendre, venu d'une autre galaxie. C'est un mystérieux sursaut radio rapide dont nous ignorons encore la nature exacte. Et quelque part dans les profondeurs, à la limite de l'audible, vibre une note extrêmement grave, c'est le chant d'un trou noir supermassif, au cœur d'un amas lointain. Tous ces sons se fondent en une seule et immense symphonie. Une symphonie qui résonne depuis 13,8 milliards d'années. Elle n'a ni début ni fin, elle est, tout simplement. Et vous, à cet instant précis, vous en faites partie intégrante. Votre respiration est un rythme. Les battements de votre cœur sont une pulsation. Permettez à ces rythmes cosmiques de vous bercer tendrement. Sentez-vous appartenir à cet immense organisme sonore qu'est l'univers, et que votre sommeil soit aussi profond et paisible que le murmure silencieux de l'hydrogène froid dans les bras spiraux de la Voie lactée. Bonne nuit. Ainsi, notre exploration des sons de l'univers touche à sa fin. Nous avons découvert que le cosmos, contrairement aux idées reçues, est loin d'être silencieux. Il est même rempli de voix. Nous avons entendu le chœur étrange et inquiétant, né de l'interaction entre le vent solaire et le champ magnétique terrestre. Nous avons capté le tic-tac régulier, tel un métronome, des pulsars, ces résidus stellaires ultra-denses. Nous avons été frappés par la note la plus basse de l'univers, le bourdonnement profond d'un trou noir supermassif au sein de l'amas de Persée, dont les vibrations se prolongent sur des millions d'années. Et peut-être le plus stupéfiant, nous avons entendu le chirp des ondes gravitationnelles, le son véritable de la fusion de deux trous noirs, la vibration du tissu même de l'espace-temps. Nous avons même approché le tout premier son, le rugissement de l'univers jeune, dont l'écho résonne encore aujourd'hui dans le rayonnement fossile. Il s'avère donc que le silence du cosmos n'était qu'une illusion. En réalité, il est rempli d'informations que notre esprit a appris à décoder en langage sonore, nous ouvrant ainsi un niveau d'appréhension de la réalité totalement inédit. Cette symphonie cosmique n'est pas qu'une simple collection de faits curieux. C'est un rappel que nous vivons dans un univers incroyablement complexe, dynamique et magnifique, plein de mystères qui ne demandent qu'à être révélés et entendus. Merci beaucoup d'avoir passé ce moment avec nous. Si ce voyage vous a aidé à vous détendre et à apprendre quelque chose de nouveau, n'hésitez pas à mettre un j'aime à cette vidéo et à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines leçons pour l'endormissement. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Et maintenant, voici une question pour vous. Quel est le son cosmique dont nous avons parlé aujourd'hui qui vous a le plus frappé? Ou peut-être y a-t-il un autre objet céleste dont vous aimeriez entendre l'asier? La voix? Dites-le nous dans les commentaires. Nous serions ravis de vous lire. Bonne nuit.